Madame la ministre des Armées, Madame la ministre déléguée, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le chef Groenland. des armées, Nous allons envoyer de nouveaux moyens terrestres, aériens et maritimes. Le Groenland, Monsieur le préfet immense territoire arctique situé entre l'océan Atlantique Nord et l'océan Arctique, est aujourd'hui au cœur d'une transformation géopolitique majeure. Longtemps perçu comme une terre glacée, isolée, peu peuplée et sans véritable poids stratégique, le Groenland est devenu au XXIe siècle un point central de rivalité militaire, économique et stratégique entre les grandes puissances mondiales. Lorsque les autorités annoncent « Nous allons envoyer de nouveaux moyens terrestres, aériens et maritimes », cette déclaration ne relève pas d'un simple renforcement symbolique. Elle s'inscrit dans un changement profond de doctrine sécuritaire, directement lié à la fonte de l'Arctique, à l'évolution des routes maritimes, à la militarisation du Grand Nord et aux tensions croissantes entre blocs géopolitiques. Le Groenland est un territoire autonome du Royaume du Danemark depuis 1979, avec une autonomie renforcée en 2009. Toutefois, la défense et la politique étrangère restent sous contrôle danois, en étroite coordination avec les États-Unis et l'OTAN. Cette situation fait du Groenland une zone hybride, à la fois autonome politiquement, dépendante militairement et stratégiquement essentielle pour l'Occident. La position géographique du Groenland est la clé de tout. Il se situe sur la trajectoire la plus courte entre l'Amérique du Nord, l'Europe et la Russie. En termes militaires, cela signifie que le Groenland est un verrou stratégique, un point de surveillance avancé, capable de détecter missiles balistiques, bombardiers stratégiques, sous-marins nucléaires et mouvements aériens hostiles. Pendant la guerre froide, les États-Unis y ont installé la base aérienne de Thulé, aujourd'hui appelée Pitufik Space Base, qui reste l'un des piliers du système de défense antimissile nord-américain. L'orpaillage illégal en Guyane, soutien à la reconstruction de Mayotte, protection permanente de nos approches, sécurisation du commerce maritime en mer Rouge, lutte contre le narcotrafic en mer, permanence de la dissuasion, aide humanitaire en Jamaïque et à Gaza, déploiement de niveau brigade en Roumanie, projection dans le Grand Nord, déjà, déploiement du groupe aéronaval, transformation de notre posture en Afrique, partenariats militaires opérationnels, opérations dans l'espace, actions cyber et tant d'opérations qui ont jalonné l'année 2025. Au nom des Français, je veux vous remercier pour votre engagement et pour ces sacrifices. J'ai naturellement, en ce début d'année, convoquant celle qui vient de s'écouler, une pensée pour nos blessés et pour nos morts, en particulier pour le sergent Jimmy Gosselin, décédé durant la mission Harpie en Guyane. À ces sacrifices, à ces engagements, à ces dons de soi jusqu'à la vie même, la nation doit répondre avec force et reconnaissance. Et je veux dire ici notre détermination collective pour donner à nos armées les moyens d'assurer leur mission de défense de nos intérêts et de nos valeurs. L'année qui s'ouvre, et je vais y revenir, est une année pleine de défis. Par les décisions que nous avons prises pour nous-mêmes, par les défis géopolitiques qui s'imposent à nous, elle sera un test de crédibilité à bien des égards. Je le dis ici avec beaucoup de confiance et de force, nous sommes prêts. C'est aussi une année qui sera marquée, entre autres, par les 400 ans de notre marine, rendez-vous important pour l'histoire, mais aussi pour en voir les transformations. Et je le dis ici, même entouré d'aviateurs, amiral. Être parmi vous en ce jour est aussi l'occasion, par un rapprochement de lieux, qui m'est donné de souligner combien cette décennie de réarmement français porte ses fruits. En effet, le 20 juillet 2017, j'étais venu ici à vos côtés, général, vous vous en souvenez, sur la base aérienne d'Istres, pour vous annoncer que le budget de nos armées serait augmenté avec l'objectif que nous nous fixions pour nous-mêmes, bien loin de tous les diktats des uns ou des autres, ou des défaitismes déjà prononcés par certains. Je vous disais, j'en prenais l'engagement, nous atteindrons 2% de produit intérieur brut en 2025 pour réparer notre outil de défense, pour répondre aux menaces. Je ne dis pas que certains ne doutaient pas de ces annonces à l'époque. Toujours des gens pour douter, parfois plus de gens pour douter que pour vouloir ou faire. Mais je me tiens ici devant vous
plus de 8 ans plus tard, pour vous dire que nous l'avons fait. Et nous y sommes. Nous y sommes et l'engagement pris est tenu. Et nous n'avons pas attendu l'invasion de l'Ukraine pour initier ce réarmement, ni pour rappeler la nécessité d'une autonomie stratégique européenne. Nous l'avons commencé ensemble dès cet été 2017, puis par les exercices stratégiques et les 2 lois de programmation militaire qui ont été préparées, puis votées, puis défendues chaque année. Et je veux saluer les SEMA successifs et avec eux toutes leurs équipes, les secrétaires généraux successifs, évidemment les ministres des armées successifs et nos parlementaires, beaucoup sont ici présents, actuels et des dernières années, qui ont œuvré à ce travail et l'ont surveillé de près. Ici à Istres, chacun peut voir les résultats concrets de ces décisions. Une flotte de 15 Airbus de ravitaillement et de transport stratégique a été livrée, avec les infrastructures associées ainsi qu'un simulateur. Cette flotte concourt directement à la dissuasion nucléaire, permet des évacuations sanitaires jusqu'à 12 000 km de la métropole et est un vecteur polyvalent de projection de puissance. Vous l'avez encore démontré en vous déployant dans le Grand Nord en avril dernier et dans les prochaines heures pour des missions décidées. Ici, à Istres, un terminal passager a été créé pour optimiser l'emploi de cette flotte multimission. Il fait de cette base aérienne un véritable hub des armées, privilégié pour projeter nos armées et leur fret, là où la France a besoin d'intervenir. Ici à Istres, depuis 2017, les LPM successives ont aussi permis de livrer de nouveaux bâtiments, des aéronefs pour les essais en vol, de nouveaux moyens de lutte anti-drone, des aires aéronautiques rénovées et une nouvelle tour de contrôle, un nouveau MES, et je pourrais ainsi multiplier les exemples. Car depuis 2017, la base aérienne d'Istres a été transformée. Elle a changé de visage, devenant un outil de combat modernisé. Istres est en quelque sorte un symbole, l'illustration même de notre réarmement français. Notre effort de défense va continuer ici comme dans les autres garnisons de France. Oui, il va continuer parce que, comme je vous l'annonçais le 13 juillet dernier, l'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Voilà pourquoi j'ai souhaité, le 13 juillet dernier, avancer à l'année 2027 l'objectif initialement prévu pour 2030 d'atteindre un budget annuel de 64 milliards d'euros pour notre défense. Ainsi, en 2 mandats, le budget des armées aura été doublé. Et nous ne l'aurons pas doublé par la décision d'un tel ou d'un tel, par convenance, pour complaire à tel ou tel allié. Nous l'aurons doublé par nos décisions propres, l'analyse que nous avons faite de l'évolution de la menace, et en la faisant, comme je le disais, très tôt, et notre volonté de ne jamais subir. C'est pourquoi l'actualisation de la loi de programmation militaire, qui va porter ce changement d'échelle, prévoit pour la période 2026-2030 un effort supplémentaire de 36 milliards d'euros pour accélérer notre réarmement, dont 3,5 milliards d'euros dès 2026. Ces efforts supplémentaires, dits dans le jargon surmarche, de 36 milliards d'euros, consacrent au fond 3 grandes priorités pour préserver la crédibilité opérationnelle de nos armées et faire face, si nous devions y être confrontés, à un engagement majeur d'ici 3 à 4 ans. D'abord, nous allons augmenter nos stocks de munitions de tout type pour tenir compte du retour d'expérience des conflits en Ukraine et en mer Rouge. Et nous allons renforcer en quantité et en qualité la préparation opérationnelle de nos armées. Je sais combien c'est attendu et il faut bien le dire, toutes les armées européennes, confrontées à cette guerre de haute intensité sur le sol européen, ont complètement réévalué les besoins de stock, les besoins de munitions et cette préparation opérationnelle. Ça a été très bien évalué ces dernières années. C'est la priorité telle qu'elle a été identifiée.
Avec le réchauffement climatique, la banquise recule, ouvrant progressivement de nouvelles routes maritimes arctiques, notamment la route du Nord-Ouest et la route du Nord-Est. Ces routes réduisent considérablement les temps de transport entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Le Groenland se retrouve alors au centre de ces axes émergents, ce qui augmente son importance économique, mais aussi militaire. Qui contrôle ces routes? Contrôle une partie essentielle du commerce mondial futur. C'est dans ce contexte que l'annonce de l'envoi de nouveaux moyens terrestres, aériens et maritimes prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'une action isolée, mais d'un renforcement progressif et multidimensionnel des capacités militaires dans l'Arctique. Les moyens terrestres concernent principalement le déploiement de troupes spécialisées dans les environnements extrêmes. Le Groenland impose des conditions climatiques parmi les plus hostiles au monde. Températures extrêmement basses, vents violents, nuits polaires prolongées, isolement logistique. Les forces terrestres envoyées ne sont donc pas des unités conventionnelles classiques, mais des soldats formés à la guerre arctique, à la survie en milieu polaire, à la protection d'infrastructures critiques et à la surveillance de vastes zones peu peuplées. Ces forces terrestres ont plusieurs missions fondamentales. Elles doivent sécuriser les installations stratégiques, notamment les bases militaires, les stations radars, les ports et les aéroports. Elles doivent également être capables de répondre à des incidents hybrides, comme des sabotages, des intrusions non identifiées, pas des opérations de renseignement étrangers ou des crises civiles liées à l'environnement. Enfin, elles jouent un rôle de dissuasion visible. Leur simple présence envoie un message clair aux puissances concurrentes, indiquant que le territoire n'est pas laissé sans défense. Le travail que nous avons initié avec les Européens pour développer des feux dans la très grande profondeur. Cette initiative que nous avons lancée, dite ELSA, prend tout son sens alors que nous venons d'observer pour la deuxième fois le tir d'un missile de très longue portée, dit Oreshnik, par la Russie sur l'Ukraine. Ce tir est un signal très clair d'une puissance dotée, mais qui a décidé de se doter de telles capacités. Ce message est clair. Et pour tous ceux qui pensent que la Russie serait une question qui ne nous concerne pas, il doit être reçu 5 sur 5. Nous sommes à portée de ces tirs. Et donc, si nous voulons là aussi rester crédibles, nous devons, nous, Européens, et tout particulièrement la France, qui dispose de certaines technologies, nous saisir de ces nouvelles armes qui changeront la donne à court terme. Et avec tout particulièrement nos partenaires allemands et britanniques, nous devons avancer avec force sur ces capacités de feu dans la très grande profondeur. Capacité qui vient accroître notre crédibilité et épauler notre dissuasion nucléaire. Troisième élément de souveraineté sur lequel nous voulons, grâce à ces surmarches accélérées, c'est notre défense solaire. Là aussi, nous avons vu avec l'Ukraine la nécessité d'aller plus vite, plus fort, les besoins. Et nous avons des capacités, en particulier avec nos partenaires italiens et britanniques, pour les missiles. Le SAMP nouvelle génération est une offre largement française et européenne qui est la meilleure au monde. Elle est plus efficace que le système Patriot. Nous devons donc accélérer la capacité à produire, accélérer la capacité à déployer et renforcer là aussi notre autonomie stratégique et la capacité des Européens à proposer notre offre propre. Réduire nos dépendances, nous équiper pour nous-mêmes, le proposer aux autres Européens et davantage. Ces 3 moyens supplémentaires de souveraineté seront ou bâtis ou accélérés grâce à ces surmarches et ils sont nécessaires. Troisièmement, la capacité des armées à s'engager à court terme sera améliorée et accélérée. Ce troisième objectif se décline à travers plusieurs lignes d'action. Il s'agit d'améliorer la protection de nos forces, défense surface air, lutte anti-drone, guerre dans le champ électromagnétique, où nous avons vu à chaque fois des nécessités d'aller plus vite, parce que la compétition est plus forte. Il nous faut ensuite moderniser notre modèle d'armée avec en particulier des drones de tout type pour les 3 armées. Et là-dessus, nous devons aller plus vite, car nous avons vu la capacité d'innovation et l'accélération sur le théâtre ukrainien. Et soyons clairs, nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que les Ukrainiens ont formidablement innové, parce que des partenaires et des industriels d'autres nations ont été plus rapides que nous et les ont peut-être moins pris de haut.
Et aujourd'hui, il y a une production sur le sol européen qui est meilleure et plus en masse que celle que nous avons. Réagissons vite et fort. Il nous faut encore investir dans les innovations de rupture, le quantique, l'intelligence artificielle. Nous avons de formidables entreprises. On renforce les capacités. Et il nous faut enfin durcir les capacités du combat terrestre, du combat naval, de l'aviation, de combat et de transport. Ces surmarches incluent en outre, pour la période 2026-2030, un effort de plus de 2 milliards d'euros pour le service national. La campagne de recrutement vient de débuter cette semaine et en septembre prochain, les premiers appelés du service national feront leur classe pour venir renforcer les rangs de nos armées et renforcer la résilience de la nation. Cette décision annoncée il y a quelques semaines à Vars est une étape décisive pour nos armées, pour notre nation. Elle vient renforcer le pacte armée-nation qui est au cœur même de notre République. Elle permet de donner à nos armées des compétences dont elles ont besoin, mais aussi d'amorcer, ce faisant, les besoins qui sont les nôtres pour la réserve. Et elle permet aussi d'offrir un débouché au désir d'engagement de notre jeunesse. Je sais pouvoir compter sur celle-ci, je sais la volonté de notre jeunesse de s'engager. Alors soyons collectivement à la hauteur de son aspiration à l'idéal et de son ambition de servir une grande cause, celle de la France. Je sais pouvoir compter sur vous qui constituez l'armée professionnelle pour cette nouvelle mission. La qualité de l'accueil des appelés comme des engagés est, vous le savez, déterminante pour l'intégration des jeunes, le rayonnement de notre institution et la réussite du lancement du service national. Merci à la ministre d'avoir lancé ce chantier et à vous toutes et tous de le porter. Enfin, vous le savez, garant de la condition militaire en ma qualité de chef des armées, j'attache une grande importance à ceux qui ont fait le choix de servir jusqu'au sacrifice suprême reçoivent de la nation une juste reconnaissance. La force de nos armées repose d'abord sur la qualité des femmes et des hommes recrutés et la capacité par la suite à les fidéliser. C'est pourquoi, conformément au rapport du Haut Comité d'évaluation et de la condition militaire, que sa présidente me présente chaque année, je veille depuis 9 ans à améliorer, engager ce qui doit l'être. Voilà pourquoi j'ai personnellement veillé à ce que les militaires du rang, les sous-officiers et enfin, en décembre 2025, les officiers bénéficient d'un rattrapage de leurs grilles indiciaires en parallèle de la nouvelle politique de rémunération mise en place. Voilà pourquoi les plans famille, les plans blessés, le plan fidélisation 360 ont été mis en œuvre. Ils vont dans le bon sens. Et il convient, Madame la Ministre, de poursuivre dans cette voie. Je vous demande en particulier d'accélérer les mesures en faveur des blessés, tout spécialement les blessés psychologiques, et de me faire avant le 13 juillet prochain un bilan de ce plan. Voilà ce sur quoi je voulais revenir, ce moment des vœux, en précisant l'actualisation de notre loi de programmation militaire et en revenant sur ces sujets essentiels pour accompagner nos armées. Mais permettez-moi, en ce lieu, en ce moment, de parler du contexte dans lequel nous vivons et de ce qu'il implique pour nous. L'histoire ne pardonne ni l'impréparation ni la faiblesse. Nos armées et toutes nos armées, l'ensemble des services de soutien aussi et tout particulièrement, sont notre assurance vie. Et la dissuasion nucléaire, tout autant, sur laquelle j'aurai bientôt l'occasion de me réexprimer, en est la clé de voûte. Tous les efforts que je viens d'évoquer et ceux que nous allons encore continuer de faire concourent à nous rendre prêts à la hauteur des périls. Et je sais à cet égard pouvoir compter sur la ministre déléguée et l'ensemble des parlementaires pour que l'actualisation de la loi de programmation militaire puisse être adoptée d'ici au 14 juillet prochain. Je voudrais à ce titre souligner le travail de réflexion, de préparation qui a été réalisé en 2025 à ma demande
par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale qui a actualisé notre revue nationale stratégique. Les moyens terrestres incluent aussi des véhicules adaptés au terrain arctique, comme des véhicules chenillés, des motoneiges militaires, des systèmes de communication, résistance au froid extrême et des installations temporaires capables de fonctionner de manière autonome pendant de longues périodes. L'objectif n'est pas seulement de stationner des soldats, mais de créer une capacité permanente de contrôle du territoire. Les moyens aériens représentent un élément encore plus central du dispositif. Dans l'Arctique, l'aviation est souvent le seul moyen rapide de déplacement, de surveillance et d'intervention. Les nouveaux moyens aériens incluent des avions de patrouille maritime, des avions de transport stratégique, des chasseurs capables d'opérer dans des conditions extrêmes, ainsi que des drones de longue endurance. Les avions de patrouille maritime sont essentiels pour surveiller les mouvements de navires, détecter les sous-marins et contrôler les zones maritimes autour du Groenland. Ces appareils sont équipés de radars sophistiqués, de capteurs acoustiques et de systèmes de communication avancés permettant un suivi en temps réel des activités dans l'Arctique. Les avions de transport permettent de ravitailler les bases isolées, de déployer rapidement des troupes et du matériel, et d'évacuer des personnes en cas de crise. Dans une région où les routes terrestres sont quasi inexistantes, la supériorité logistique aérienne est un facteur décisif. Les chasseurs, quant à eux, assurent la défense de l'espace aérien. L'Arctique est redevenu un espace de confrontation aérienne, avec des interceptions régulières d'avions militaires russes s'approchant de l'espace aérien de l'OTAN. Le Groenland sert de point d'appui avancé pour détecter, identifier et, si nécessaire, intercepter toute menace aérienne. Nous avons eu raison de commencer, même seuls, et de tenir cet effort. Et de le faire durant toutes ces années, face à toutes les menaces, à chaque fois, en étant des partenaires solides et engagés. En 2020, dans la Méditerranée orientale, grâce à nos capacités maritimes, face à nos alliés, qu'ils soient d'ailleurs serbes ou croates, pour les composantes aériennes, réconciliant parfois ce qui pouvait paraître irréconciliable, en nous déployant aussi avec tous nos partenaires européens pour crédibiliser cet engagement. Nous l'avons fait sans relâche. L'année 2025 a passé un cap et cette Europe de la défense devient une réalité. Et au sein de cette Europe de la défense, qui reste éminemment intergouvernementale dans ses capacités de décision et opérationnelles, mais qui a maintenant des financements, l'Union européenne qui se déploie, et une préférence européenne que nous avons bâtie, pour laquelle nous nous sommes battus et qui est opérationnelle, la France est l'une des quelques nations cadres crédibles. Ceci est un acquis historique des dernières années. Ceci, nous devons le consolider. Et regardons le monde dans lequel nous sommes plongés. Retour des puissances de déstabilisation, la Russie sur le sol européen, déstabilisation par plusieurs puissances régionales. Je pourrais ici convoquer l'Iran et beaucoup d'autres. Et puis un discours qui parfois sème le doute, y compris chez les alliés par certains, mais en tout cas un nouveau colonialisme qui est à l'œuvre chez quelques-uns. Tout ceci nous impose de continuer de durcir le modèle qui est le nôtre, de renforcer notre indépendance dans toutes les composantes opérationnelles et de continuer d'accélérer sur la stratégie que nous avons décidée. Nous devons le faire en Europe, je l'évoquais, et la semaine précédente a marqué un tournant dès ce début 2026. Avec la réunion qui s'est tenue à Paris de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, nous avons finalisé un travail commencé il y a un an. Et il y a un an, c'était simple. Personne ne pensait qu'une fois la paix signée, les Européens seraient capables d'assurer la sécurité du territoire européen ou d'être crédibles face à un risque de réengagement russe. En un an, qu'avons-nous fait? La coalition des volontaires qui rassemble les Européens, mais je veux ici saluer aussi tous les Européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne, des Britanniques aux Norvégiens, et nos partenaires islandais et canadiens, éminemment engagés. Je n'oublie pas le Japon et la Nouvelle-Zélande qui étaient ici présents. Cette coalition des volontaires qui rassemble 34 pays s'est réveillée. Elle assure la totalité de l'effort de soutien à l'Ukraine aujourd'hui. 100% de ce qui est financé pour l'Ukraine dans sa guerre de résistance, c'est la coalition des volontaires qui le soutient.
N'ayons aucune faiblesse, ne doutons pas de nous-mêmes, quelles que soient les tergiversations de certains. Là où l'Ukraine était éminemment dépendante des capacités de renseignement américaines, à une écrasante majorité, il y a un an, aujourd'hui, les 2/3 sont fournis par la France, les 2/3. Mais surtout, nous avons bâti des garanties de sécurité pour le jour d'après la paix de manière crédible. Monitoring de la ligne de cessez-le-feu, régénération de l'armée ukrainienne, force de réassurance, garantie de sécurité de rang 2 pour tous ceux qui s'y engageront. Et nous l'avons fait en consolidant sur chacune de ces composantes les efforts de tous les membres de la coalition des volontaires, dont les nôtres. Nous l'avons fait pour la première fois de notre histoire avec un commandement intégré franco-britannique, avec des quartiers généraux opérationnels au Mont-Valérien, et en ayant associé nos partenaires et alliés américains dans les composantes où ils sont prêts à s'engager, mais avec un vrai mandat donné à leur commandement militaire et confirmé au sommet de Paris et dans la déclaration de Paris d'il y a quelques jours. Ceci est une avancée massive et historique qui crédibilise ce qu'est l'Europe de la défense et qui crédibilise la France aux côtés de nos partenaires britanniques comme étant ensemble les nations cadres de cet effort. Mais le signal envoyé à nos partenaires ukrainiens, aux autres Européens et au monde, c'est que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à tenir cet effort de résistance. Nous sommes prêts à dissuader face aux nouvelles agressions ou à tenir la paix sur notre sol. C'est la même volonté que nous devons avoir partout, celle d'être au fond une puissance de stabilité. Et c'est la même volonté qui préside à nos choix, à nos décisions au Moyen-Orient. Moyen-Orient, nous sommes engagés dans des grandes opérations comme Inherent Resolve depuis plusieurs années ou dans des opérations otaniennes. Et qu'il s'agisse de la Jordanie ou de l'Irak, nous sommes déployés, partenaires de confiance, agissant pour protéger, former, intervenir avec nos grands alliés. Nous avons consolidé notre présence dans cette région avec les forces françaises aux Émirats arabes unis et un partenariat stratégique d'exception dans tous les domaines. Nous avons multiplié les partenaires sur le plan industriel, au-delà, évidemment, des Émirats arabes unis, qui restent le cœur de celui-ci, de la Jordanie au Qatar, en passant par l'Irak et l'Arabie saoudite. Nous sommes présents dans la finule, en même temps que nous sommes avec les Américains, les garants du mécanisme de coordination qui a été décidé pour le Sud-Litanie. Et les dernières heures le montraient, nous sommes un partenaire de confiance et de stabilité pour tous les pays de la région. Face à la révolution en cours en Iran, aux attaques odieuses contre leurs propres citoyens décidées par le régime, la France a appelé à la cessation de ces attaques terribles, au respect de la population civile, mais aussi à ne pas escalader dans la région. Et c'est pourquoi nous avons renforcé notre posture. Nous avons décidé de la protection, évidemment, de nos ressortissants et de nos militaires, mais nous avons décidé aussi d'être aux côtés de tous nos partenaires pour contribuer à la stabilité et la sécurité de toute la région dans ce contexte. C'est la même volonté, sécurité, stabilité, respect de la souveraineté qui est la nôtre sur le continent africain. Nous avons profondément réorganisé notre présence ces dernières années. Mais cette réorganisation a signifié une chose: partenariat d'équilibre. Être aux côtés de gouvernements et d'armées qui expriment leurs besoins et demandent en formation, en équipement, en contribution spécifique, dans un cadre identifié, bien mieux cerné, ce qu'elles veulent de la France. Et nous avons été présents à chaque fois que nous avons été appelés. Mais nous le sommes de manière partenariale, adaptée à la demande, respectueuse pleinement de la souveraineté. La France, vous le voyez, partout, et je ne pourrais aller plus loin en convoquant ici notre stratégie indo-pacifique qui répond au même objectif. Grâce à nos armées, grâce à la cohérence de notre stratégie, nous sommes une puissance crédible de stabilité en Europe,
en Afrique, en Indo-Pacifique. Nous le sommes partout, nous avons des territoires engagés, partout où la paix est menacée, et nous le sommes en étant crédibles. Les drones jouent un rôle croissant, capables de rester en vol pendant de longues heures, voire des jours. Ils permettent une surveillance continue des zones difficiles d'accès, sans risquer la vie de pilotes humains. Ils sont utilisés pour la reconnaissance, la collecte de renseignements et parfois le soutien aux opérations terrestres et maritimes. Les moyens maritimes complètent ce dispositif global. L'Arctique est avant tout un espace maritime, et le contrôle des eaux autour du Groenland est crucial. Les moyens maritimes incluent des navires de patrouille arctiques, des brise-glaces militaires, des sous-marins et des bâtiments logistiques. Les navires de patrouille arctiques sont conçus pour naviguer dans des eaux partiellement gelées. Ils assurent la surveillance des routes maritimes, la protection des ressources naturelles, la lutte contre les activités illégales et la présence militaire dissuasive. Leur rôle est aussi diplomatique. Ils affirment la souveraineté et la présence effective dans une région où les frontières maritimes sont parfois contestées. Les brise-glaces militaires y sont des outils stratégiques. Ils permettent non seulement de maintenir des routes ouvertes, mais aussi de projeter une présence militaire dans des zones autrement inaccessibles. La Russie dispose d'une flotte de brise-glaces nucléaires très avancée, ce qui pousse les pays occidentaux à renforcer leurs propres capacités pour ne pas perdre l'avantage stratégique. Les sous-marins, bien que rarement visibles, sont un élément clé de la dissuasion. Les eaux profondes et froides de l'Arctique sont idéales pour les opérations sous-marines discrètes. La surveillance et le contrôle de ces espaces sont essentiels pour prévenir toute activité hostile. Ce renforcement militaire au Groenland ne peut être compris sans analyser le contexte international. La Russie considère l'Arctique comme une priorité stratégique nationale. Elle y a construit de nombreuses bases, modernisé ses infrastructures et augmenté sa présence militaire. La Chine, bien que non arctique, se définit comme une puissance proche de l'Arctique et investit massivement dans les infrastructures, la recherche et les routes maritimes arctiques. Face à cela, les États-Unis, le Danemark et leurs alliés de l'OTAN cherchent à éviter un déséquilibre stratégique. Le Groenland devient alors un pilier de la stratégie de défense collective, un avant-poste avancé capable de surveiller, dissuader et, si nécessaire, répondre à toute menace. Nous l'avons inscrit dans les textes européens et des programmes dits EDIP, ASAFE, et pardon de ces acronymes, nous avons réussi à inscrire ce qui était là aussi impensable il y a quelques années, le fait que ces programmes de financement européens devaient imposer de l'achat européen. Ceci suppose aussi que nous soyons en capacité, nous Européens, de fournir une offre crédible. Et donc c'est une exigence pour nous tous d'être en capacité de réponse aux besoins, de répondre aujourd'hui aux besoins des Ukrainiens, demain à nos besoins. Et il faut veiller aujourd'hui au paradoxe dans lequel on peut se retrouver. Beaucoup de nations sont en train d'investir massivement, plus tard que nous, et parfois plus massivement, pour rattraper un retard. Et en le faisant dans l'urgence, elles se tournent vers les capacités disponibles. Et le risque, c'est qu'elles se tournent par trop vers des capacités non européennes. Nous devons les convaincre d'acheter européen. Nous devons les convaincre avec nous de produire européen. Nous devons donc plus vite innover en européen. Mais nous devons nous mettre en capacité de répondre à ces demandes en européen. Un énorme travail a été fait ces dernières années par les ministres successifs des armées, les chefs d'état-major et les DGA. Et je salue le rôle d'aiguillon de la DGA. On a beaucoup parlé d'économie de guerre. J'ai moi-même, dès la fin de l'hiver 2022, lancé cela. Beaucoup d'efforts ont été faits. Je les ai salués. Nous avons doublé, parfois triplé nos capacités de production, nos rythmes de production. Soyons francs avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes en économie de guerre à proprement parler? La réponse est non. Parce que si nous étions en guerre, j'ose espérer que nous ne produirions pas ainsi. Et je regarde ce que les Ukrainiens ont su faire, ils ont fait autrement. Nous n'avons pas la pression des événements de la même manière. Mais là aussi, ne nous habituons pas. Et je le dis avec beaucoup de force, ce que nous sommes en train de faire nous oblige. Je salue ici toutes nos entreprises de la défense qui ont contribué à ce travail, ont commencé leur montée en cadence et contribuent à l'effort de la défense. Et je suis toujours heureux qu'elles soient à nos côtés pour ces vœux parce que le lien est organique avec nos armées. Elles accueillent beaucoup d'anciens,
Parfois, elles essaient, dans la carrière, de nous en divertir quelques-uns. Mais ce lien est fort, il est nécessaire, et c'est aussi une force de notre pays. Et donc, je veux ici saluer l'ensemble des industriels et toutes les collaboratrices et collaborateurs. Mais en les saluant tout ce qui a été fait ces derniers temps, en étant à leur côté, partout d'ailleurs où la France promeut son industrie de défense et l'exporte. Et nous avons eu des magnifiques succès ces dernières années ensemble, y compris dans des géographies que d'aucuns pensaient impossibles. Et nous allons continuer d'avoir des succès avec notre industrie de défense. Je veux, en ce début d'année 2026, vous demander encore davantage. Nous avons besoin de produire plus vite, de produire en volume, de massifier encore davantage avec des systèmes plus légers et de façon innovante. On ne nous attend pas. Et je vous le dis, quand on a des délais qui sont de 5-7 ans pour des capacités nouvelles, c'est clair et net. On est en train de se faire sortir du marché. Je vous le dis. Et ne vous trompez pas, vos clients d'hier sont vos compétiteurs d'aujourd'hui. On est en train de le voir. Et ils avancent à marche forcée, parce que partout dans le monde, ils investissent. Et des très grands pays qui ont été nos clients jusqu'à récemment, ou qui sont les clients d'autres de nos compétiteurs, se dotent de leurs propres capacités. Il n'y a pas de marché garanti, il n'y a pas de chasse gardée. Il y a une compétition féroce qui nous impose d'être, nous, beaucoup plus volontaristes. Et donc, pour les armées françaises, j'ai besoin d'une industrie de défense qui s'adapte davantage, qui ne considère plus que les armées françaises sont des clients captifs, parce que nous irons peut-être chercher des solutions européennes si elles sont plus rapides ou plus efficaces. Et j'ai besoin d'industriels de défense qui regardent aussi la concurrence de manière plus lucide et à qui je dis, allez plus vite, allez plus fort, produisez en masse, produisez plus léger, répondez aux demandes. Et j'ai des industriels de défense à qui je veux dire, je serai toujours avec nos armées à vos côtés. Mais nous aussi, nous devons être plus européens. Et donc, nous devons être plus européens dans nos propres achats, nous devons être plus européens dans nos stratégies industrielles, en bâtissant ces partenariats. Le SAMT Nouvelle Génération est un très bon exemple. JWEL, c'est un autre très bon exemple. L'initiative ELSA pour le tir d'une profondeur, je l'espère, précède des partenariats industriels qui iront dans ce sens. C'est la même chose que je veux aussi dans le spatial. Nous consolidons en européen avec l'opération dite Bromo, mais nous devons aussi bâtir des vraies constellations européennes, le faire peut-être plus vite et plus fort que ce qui était prévu, de manière plus véloce, plus légère. On a un devoir tous ensemble, ne pas attendre. On a un devoir, être lucide sur la compétition dans laquelle nous sommes plongés et nous adapter à chaque instant. Tout cela, on doit le faire en étant compétitif, efficace et en continuant, comme on l'a fait ces dernières années, grâce à l'engagement de nos industriels, en continuant de dérisquer notre industrie face à tous les risques ou à toutes les dépendances que nous avons sur des composants, des terres rares ou autres. Et rappelez-vous, dès la pandémie, au début de la guerre, quand on a vu qu'on avait des dépendances, il y a eu une mobilisation de nos industriels, à juste titre, pour reconsolider la filière ou sauver des acteurs dont on avait besoin en amont. C'est exactement ça qu'on doit continuer de faire pour réduire nos dépendances dans toutes les capacités du jeu. Et je voulais là-dessus insister sur ce point. L'Europe de la défense, nous devons pleinement l'habiter, nous devons en saisir les opportunités, y compris en matière d'innovation, y compris en matière de production et de déploiement. Je sais votre détermination, votre loyauté et votre courage. Et au fond, pour conclure mon propos, ce que je suis venu vous dire en ce début d'année 2026, et je le disais dans un esprit similaire aux ambassadrices, aux ambassadeurs devant lesquels je m'exprimais il y a quelques jours. Nous sommes dans un monde de plus en plus complexe. On ne l'a pas découvert hier. Nous sommes dans un monde où des puissances de déstabilisation se sont réveillées. On l'a vu ces dernières années. La différence, c'est que nous voyons que des certitudes qui parfois avaient des décennies sont remises en cause. Et l'Europe est bousculée dans certaines de ces certitudes. Et elle a des compétiteurs qu'elle ne pensait pas voir, et elle a parfois des alliés qu'on pensait prévisibles, impavides, toujours à nos côtés.
qui se mettent à faire douter beaucoup, voire qui se retournent vers ceux qui doutaient le moins. La France a une grande tradition d'indépendance. Nous l'avons renforcée ces dernières années, parce que ça ne sert à rien de parler d'indépendance si c'est pour n'en tirer aucune conséquence. Nous avons renforcé notre indépendance militaire, capacitaire, technologique, industrielle. Nous devons aller au bout de ce travail, complètement. Nous devons accélérer cette obsession. Et nous devons, à la lumière des événements, finir de convaincre tous les Européens de s'engager à nos côtés dans ce travail. Mais face à ce monde complexe où beaucoup de certitudes sont remises en cause, ne doutez pas. Soyez fiers de votre pays, de nos armées. Parce que cette fierté est légitime. Nous sommes l'armée la plus efficace d'Europe. Nous avons la dissuasion nucléaire la plus indépendante et autonome d'Europe. C'est une force inédite dans le monde qui est le nôtre. Soyez fiers de cela. Soyez convaincus que vous avez en main tout ce qu'il faut pour réussir, pour tenir notre pays indépendant face à tous les risques qui s'éveillent. Mais nous, Français, nous ne sommes pas les spectateurs ou les commentateurs du monde. Nous devons être à chaque instant déterminés. Nous sommes là pour agir pour prendre l'initiative, pour nous protéger, pour produire ce qu'il faut pour cela, pour redéployer de nouvelles capacités, agir dans l'immédiat pour protéger et aider tous nos alliés lorsqu'ils sont menacés, agir pour être des acteurs de stabilité partout où nous sommes engagés. Alors en ce début d'année, soyez déterminés et soyez en action, à l'offensive, au service de la stabilité et de la paix. Soyez fiers, soyez déterminés, ne subissez jamais et avançons. Parce que nous avons tout pour cela, tout pour le faire. Parce que c'est exactement l'histoire de notre pays. Parce que nous avons cette force et parce que nous continuerons de l'avoir. Vous l'avez compris, en ce début d'année, mes vœux sont des vœux pour vous, vos familles, vos frères d'armes, mais ce sont des vœux de détermination, d'engagement, de volonté. Ne lâchez rien et continuez. J'ai confiance en vous et je veux en ce début d'année vous redire ma fierté d'être là face à vous, ma fierté de l'engagement qui est le vôtre, car c'est ce qui tient nos armées chaque jour. Et c'est aussi la dette de la nation à votre endroit. Soyez fiers, soyez là et avançons. Vive la République et vive la France. Il se lève, c'est sa chante. Il est important de souligner que cette militarisation n'est pas sans conséquences pour la population locale. Les Groenlandais, majoritairement inuits, vivent dans un environnement fragile, déjà fortement affecté par le changement climatique. L'augmentation de la présence militaire soulève des questions environnementales, sociales et politiques, notamment en ce qui concerne l'autonomie, l'identité et l'avenir économique du territoire. Cependant, pour les autorités, l'argument sécuritaire est dominant. Le Groenland n'est plus une périphérie oubliée, mais un nœud stratégique central du monde contemporain. Envoyer de nouveaux moyens terrestres, aériens et maritimes, c'est anticiper les conflits de demain, protéger des intérêts vitaux et affirmer une présence dans une région appelée à jouer un rôle majeur au cours des prochaines décennies. Ainsi, cette déclaration marque une étape supplémentaire dans la transformation du Groenland, passant d'un territoire isolé à un acteur clé de la sécurité mondiale, au cœur des nouvelles lignes de fracture géopolitique du XXIe siècle.